Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis le docteur Antoine Smania, directeur médical de deuxièmeavis.fr. Nous avons le plaisir ce soir d'inviter pour ce webinaire le docteur Adrien Vidard pour une complication qui coule de source, comme disent mes amis urologues, l'incontinence urinaire liée aux différents prolapsus et troubles de la statique pelvienne. Comme pour chaque webinaire, vous avez la possibilité de nous adresser en live vos questions qui seront posées à la fin de la session. Merci de nous éclairer et de nous apporter toutes les informations. Merci Antoine pour cette présentation. Merci à tous pour votre présence. Donc, c'est un sujet assez vaste qu'on m'a demandé de vous proposer. Il va comprendre en fait tous les troubles de la statique pelvienne. Donc, aussi bien les problématiques de comprendre un prolapsus et de prendre en charge un prolapsus, l'incontinence urinaire associée et avoir un peu une idée des différents diagnostics et prises en charge. Bien entendu, la partie complication qui est un sujet d'actualité dont je suis certain vous avez des questions ou entendu parler. Écoutez, merci pour cette présentation me concernant. Donc, il est d'usage maintenant dans nos présentations de dire si on a des conflits d'intérêts. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt, sauf, on va dire, un conflit philosophique avec TENA ou toutes les marques de protection hygiénique féminine qui nous rabâchent à la télé. En mettant des protections ou des couches, les femmes vont se sentir ultra féminines. Je pense qu'on a d'autres alternatives à leur proposer et que malheureusement, ce pouvoir de com, on aura du mal à lutter contre. Mais il faut essayer au quotidien de les informer. Donc, si on veut parler un peu des troubles de la statique pelvienne, alors la petite anecdote, si vous voulez, une partie de ces diapositives, elles ont été faites par de l'IA, autant tout de suite vous le dire. Une partie des diapositives aussi sont faites par moi-même et puis sont modifiées, mais nous sommes au temps de l'IA, donc j'utilise un petit peu d'IA pour m'apporter de l'aide. Donc, certaines, effectivement, ont été faites avec de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, si on veut définir en fait, les trois éléments qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, donc tout ce qu'on peut appeler les prolapsus génitales, alias descente d'organes, donc c'est en fait tout ce qui va comporter des anomalies du plancher pelvien chez la femme. Donc la femme a cette particularité pour pouvoir mettre au monde des bébés. La nature a créé un tube, enfin un orifice, surtout une zone de faiblesse dans le fond du périnée. Et il ne faut pas oublier donc, que la cavité abdominale en fait, est une cavité musculaire à haute pression et que, un peu comme, excusez-moi cette trivialité, un peu comme un pneu, quand vous avez de la pression qui va s'exercer d'un côté, il va y avoir une augmentation de pression de l'autre. Faire des abdominaux techniquement, c'est peut-être une bonne idée, mais ça peut augmenter la pression au niveau du pelvis. Et on peut le voir, ça peut entraîner la décompensation d'un prolapsus. L'incontinence urinaire, donc on le verra, l'incontinence urinaire, ça a vraiment une définition propre, c'est la perte involontaire, la fuite involontaire d'urine, la perte involontaire d'urine, ça c'est l'incontinence avec différents mécanismes, et puis donc la partie, on va dire, descente d'organes. Donc pour les prolapsus, alors la prolapsus, c'est un mot général pour définir toutes les descentes d'organes qu'on peut avoir. Donc si on veut simplifier les choses, le vagin est une maison avec un mur devant, un mur derrière et puis un toit qui est l'utérus quand il est encore là. Et vous pouvez, comme dans une maison, avoir le mur de devant qui tombe, le mur de derrière ou le plafond. Et donc, ça peut vous donner une hernie. C'est vraiment ça. Le prolapsus, en fait, c'est une hernie d'un organe de proximité dans la cavité vaginale. Donc, si c'est la partie antérieure avec donc la vessie qui va descendre, c'est la première image qu'on a, ça c'est une cystocèle, donc une descente de la vessie. Si vous avez plutôt la partie médiane, donc le toit qui tombe, c'est l'utérus, ça peut être une hystéroptose, une descente de l'utérus. La partie arrière, la rectocèle. Donc ça, c'est un peu les trois grands prolapsus. Le plus fréquent chez la femme en général étant la cystocèle avec plus ou moins une hystéroptose d'entraînement. Alors, vous allez me dire pourquoi, mais en fait, les mécanismes de soutien ne sont pas les mêmes entre la partie de l'avant de la maison et de l'arrière et du toit. En plus, s'il y a la rencontre avec un chirurgien talentueux qui décide d'enlever l'utérus, eh bien, malheureusement, ces systèmes de support et de soutien peuvent s'altérer. Tout ce système ligamentaire qui a été créé, tout le périnée est une enveloppe musculaire qui va soutenir les organes et qui peut subir, des zones de faiblesse, ce qui peut décompenser un prolapsus.
Concernant l'incontinence urinaire, donc c'est ce que j'ai déjà abordé, c'est une fuite involontaire d'urine, hein. Le fait d'aller régulièrement aux toilettes n'est pas une incontinence urinaire. C'est pas parce que c'est pressé. Typiquement, la patiente qui vous dit c'est très urgent quand je rentre chez moi, ça s'appelle le syndrome de la clé dans la porte. Je discute avec une copine dans la rue, tout va bien, mais quand j'arrive chez moi, j'ai une envie irrépréhensible d'aller uriner. Ça s'appelle une urgenturie, c'est une diminution du délai de sécurité. Mais la fuite, la perte d'urine, c'est l'incontinence urinaire. Vous avez différents types d'incontinence urinaire. Principalement une grande catégorie, donc ce qu'on voit sur la partie verte de la diapositive, donc c'est l'incontinence urinaire d'effort. On va plutôt toucher la femme jeune, active, mais qu'on peut retrouver à tout âge. C'est je tousse, j'ai une activité physique sportive, je me baise, je porte des talons, je descends les escaliers, je cours derrière le bus, j'ai des fuites d'urine. C'est une incontinence qui peut être très invalidante, qui touche probablement 40% de la population féminine. À partir de la quarantaine, c'est ultra fréquent. Ça a été évalué typiquement. On a des courses où on a demandé des questionnaires de type marathon ou courses plus courtes de 10 km. 40% des participantes reconnaissent avoir des fuites d'urine lors des activités physiques et sportives. Et donc, une autre partie qui va toucher souvent, un peu plus souvent la femme plus âgée par une altération de la sensibilité vésicale, de la musculature de la vessie, s'appelle l'hyperactivité vésicale, avec la composante d'urgenturie, qui est une traduction du terme anglophone urgency, qui est donc une diminution du délai de sécurité. Entre le moment où j'ai l'envie et le moment où il faut que j'y aille, j'ai une envie irrépréhensible d'aller uriner, je n'arrive pas à me retenir, je connais toutes les toilettes du quartier. Et donc, ces deux mécanismes peuvent parfois être intrinsèquement liés avec une composante qu'on va appeler l'incontinence urinaire mixte, où à l'interrogatoire, on va se rendre compte que la patiente nous dit j'ai des fuites quand je tousse, mais quand je rentre chez moi, c'est aussi pressé. Donc, l'incontinence urinaire, c'est vraiment d'effort, c'est vraiment la forme la plus fréquente, puisque c'est celle qui va démarrer le plus tôt et donc qui parfois va accompagner les patientes toute leur vie. Donc, ça peut toucher 40 à 50% de la population. Et surtout, ce qu'il faut réaliser, c'est que 57% d'entre elles ne sont jamais traitées. Elles ne sont pas traitées principalement parce qu'on ne leur pose pas la question. Et donc, du coup, le seul moyen d'information qu'elles ont, c'est leur mère, c'est leur voisine, c'est leur sœur, c'est la grand-mère, c'est je ne sais, c'est quelques voix de presse. Et globalement, on leur dit la fuite d'urine, c'est normal. Puis à la télé, on leur dit il suffit de mettre une protection et il n'y a pas d'autre alternative. Donc, du coup, beaucoup vont subir cette incontinence urinaire d'effort toute leur vie en mettant en place des mécanismes de contournement. C'est-à-dire, elles n'en parlent même plus, mais elles boivent moins, elles font plus de sport, elles font plus de course à pied, elles sortiennent, elles ont des fuites parfois pendant les rapports sexuels, donc elles n'auront plus de rapports où elles vont altérer leur sexualité parce qu'elles ont peur d'avoir des fuites d'urine ou que leur partenaire s'en rende compte. Elles vont rigoler, elles vont porter typiquement des pantalons noirs, des t-shirts longs, toutes ces petites mesures qui vont se mettre en place, qui sont parfois pernicieuses pour justement essayer de contourner le problème. 7% ont déjà pris un médicament qui ne fonctionne pas. Si on leur donne des anticholinergiques type du Toviaz, du Céris, pour ne pas les nommer ou autres, c'est des médicaments de l'hyperactivité vésicale, ça ne marchera pas sur l'incontinence urinaire d'effort. Et 26% ont déjà eu de la kinésithérapie, souvent avec des longues périodes. Et puis, la kinésithérapie, c'est un vaste sujet. On peut en faire un webinaire entier avec des kinésithérapeutes parce qu'il y a plein de types de kinésithérapie, que la kinésithérapie, ce n'est pas simplement du biofeedback avec une machine branchée. Il faut qu'il y ait une composante manuelle, il faut qu'il y ait une composante d'apprentissage, il faut qu'il y ait une prise en charge globale des patientes. Pour ne pas rentrer trop dans les mécanismes, et quand elle vous demande pourquoi j'ai des fuites à l'effort, en fait, c'est des systèmes de soutien, c'est-à-dire qu'il y a un système d'amarrage et un système ligamentaire qui soutient l'urètre. Et celui-ci, par la vie, le poids, l'âge, les grossesses, la qualité de notre collagène, malheureusement, on peut mettre toutes les crèmes du monde, on va vieillir de façon inéluctable. Ce système d'amarrage peut se rompre, moins bien fonctionner. Et donc, il peut y avoir une mobilité de l'urètre au moment de l'effort qui peut entraîner des fuites. Et puis, une deuxième composante qui s'appelle l'insuffisance sphinctérienne, qui est donc la serrure qui ferme la vessie, qui peut s'altérer également en vieillissant ou par la qualité de nos tissus. Donc, les principaux facteurs de risque, on va dire, de l'incontinence urinaire sont liés, on le sait toujours, à notre société. Effectivement, la surcharge pondérale,
le poids, le tabac, la sédentarité, certaines maladies chroniques, des toux chroniques peuvent clairement être des facteurs de risque, mais aussi la qualité de notre collagène, hein. Malheureusement, on peut l'avoir de façon génétique dans certaines familles, des incontinences urinaires qu'on va retrouver plus fréquemment. Concernant l'incontinence urinaire d'effort, paradoxalement, on dit toujours c'est la grossesse. Les femmes le vivent beaucoup, la grossesse, mon accouchement, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. En fait, il faut les rassurer, hein. C'est plus souvent, c'est la première grossesse et c'est le fait d'être enceinte. Les modalités d'accouchement sur l'incontinence urinaire d'effort, hein, attention, ne changent pas grand-chose. Après, si on a plusieurs accouchements, parfois traumatiques, ça peut être délétère, notamment pour le risque de prolapsus. Clairement, de toute façon, la prise en charge, elle va être globale. Donc, l'interrogatoire est très important pour essayer de comprendre quels sont leurs facteurs de risque, parce que ça ne va pas se résumer à une chirurgie. On va essayer de le voir ultérieurement. Le rôle du vieillissement, ça c'est très important, notamment pour l'hyperactivité vésicale. Les traitements de la ménopause sont intéressants. Alors, ce n'est peut-être pas la question ici, mais en tout cas, les traitements locaux, l'œstrogénothérapie locale, en utilisant des crèmes aux œstrogènes, a clairement prouvé son efficacité, puisque parfois, ça peut diminuer une composante d'urgenturie, d'envie urgente d'aller uriner, mais du coup, elles peuvent décompenser une incontinence urinaire d'effort. Donc, en fait, quand vous allez réaugmenter la trophicité vaginale et locale, en fait, ça peut modifier la symptomatologie des fuites chez la patiente. Malheureusement, souvent, le traitement hormonal ou autre ne va pas changer grand-chose sur le prolapsus. Le prolapsus, il est mécanique. C'est les systèmes de soutien qui ne tiennent plus. Donc, quand ça ne tient plus, ça ne tient plus. Ça, je voulais donc aborder pour l'incontinence urinaire, la grossesse, l'accouchement. Je pondère plus les dernières données de la littérature et le poids. C'est très impactant, hein, ce que je vous ai dit, aussi bien le prolapsus que l'incontinence urinaire. Sur ces 50% de patientes qui ont des fuites d'urine, 10% d'entre elles vont considérer ça comme un handicap social. Elles ne sortent plus, elles ont peur de sentir l'urine, elles ont peur de la grosse fuite, hein, et très souvent, c'est un motif de déclenchement de consultation. Moi, elles viennent me voir, c'est toujours une question que je leur pose. Bon, ok, vous avez des fuites, ça fait longtemps, mais pourquoi vous venez me voir? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et très régulièrement, elles vont m'annoncer effectivement j'ai eu une grosse fuite, j'ai eu un moment besoin de courir derrière quelque chose ou je ne sais pas, et c'est là où j'ai eu besoin je me suis dit, il faut que j'aille consulter, il faut que j'y aille, ça ne peut pas durer comme ça. Mais ça peut entraîner vraiment, même par ces troubles sociétaux ou familiaux, des syndromes dépressifs, une anxiété, je ne veux plus sortir, je ne veux plus voyager. Donc, c'est paradoxalement très impactant. Et en plus, c'est de l'urine. Donc, c'est tabou au niveau sociétal. Je ne parle même pas de l'incontinence fécale. Je n'en parle pas, je n'ose pas le dire. Je n'ose pas le dire à mon partenaire. Je n'ose pas le dire à mon médecin traitant, qui est en même temps le médecin de mes enfants. Parce que qu'est-ce qu'il va penser de moi, et ainsi de suite. Je suis adulte, je dois maîtriser mes urines. On rentre également dans tout l'apprentissage qui va de nos contrôles sphinctériens. En consultation, en fait, les choses sont simples, hein. Deux trucs très simples. Bon, déjà, l'interrogatoire qu'on vient de longuement aborder, et le calendrier mictionnel. Le calendrier mictionnel, c'est un incontournable pour comprendre le trouble urinaire. Le calendrier mictionnel, il se fait de différentes façons, souvent nous sur 48 heures, où on va demander très simplement à la patiente de nous noter sur un papier quand est-ce qu'elle va uriner. Je me lève, je vais faire pipi, et de prendre un verre doseur de pâtisserie, ce qui sert à faire les gâteaux, ou un biberon, et d'uriner dedans pour évaluer le volume mictionnel. Parce que là, vous allez très rapidement, sur 2 jours, comprendre quand est-ce qu'elle va faire pipi, la quantité où elle va faire pipi. Est-ce qu'elle a des troubles de l'hydratation? Vous avez des patientes qui fuient, mais comme elles entendent à la télé en permanence que boire fait maigrir, elles boivent jusqu'à 3 litres par jour. J'ai fait des découvertes de diabète insipide comme ça également chez des patientes qui avaient des hyperdurèses très importantes avec une incontinence urinaire ou une symptomatologie urinaire associée. Le calendrier mictionnel, ça ne coûte rien, c'est simple à faire. Ça va comprendre aussi pour moi l'intérêt de voir la participation de la patiente, sa motivation. Chez la patiente plus âgée, c'est une bonne petite évaluation gériatrique, on va dire, du quotidien qui permet de me faire une idée de la patiente. Est-ce qu'elle y arrive? Est-ce qu'elle est motivée? Est-ce qu'elle peut le faire?
Est-ce qu'il ne faut pas que j'aille poser une question à mon ami gériatre? Donc, j'adore cet outil. Et je peux y associer ce qu'on appelle le PAD test, qui est une mesure du poids des protections urinaires, des pertes urinaires sur 48 heures, sur des femmes qui perdent des urines. Ça ne va pas être la même chose si elles perdent 5 grammes, 10 grammes par jour ou 100, 200, 300 grammes. On va devoir adapter nos traitements en conséquence. Et l'examen clinique, il doit se faire à vessie pleine, en position gynécologique, soit, mais également en position debout. Et donc, il faut les prévenir parfois qu'on peut être amené, nous, à les examiner debout. La position physiologique de la femme, c'est debout et elle marche. Et donc, il peut nous arriver de découvrir une incontinence urinaire d'effort, mais en position debout. Elle va tousser, elle va avoir des fuites qu'elle n'avait pas en position allongée. Les examens complémentaires, l'échographie, je vais être honnête, oui, ça m'intéresse pour la vidange. Est-ce qu'elle vide correctement sa vessie? Éventuellement, les l'endomètre, les annexes, il y a une prise en charge chirurgicale associée. Mais voilà, ça ne va pas me faire le diagnostic de l'incontinence. L'IRM, pour moi, elle n'est pas systématique. Surtout, elle va souvent surmajorer parce que parfois, les évaluations, les repères radiologiques ne sont pas les mêmes que les repères cliniques. Nous, on va utiliser l'orifice vaginal, là où les radiologues parfois vont utiliser le détroit supérieur. Et donc, du coup, on va avoir des fois des volumineux prolapsus à l'IRM qu'on ne retrouve pas à l'examen clinique. Donc, l'IRM, en plus, la patiente va avoir le rectum, le vagin, la vessie remplie de produits de contraste. Elle est enfermée dans l'IRM. On lui demande de pousser. Elle peut éventuellement avoir des pertes sur elle. Bref. L'IRM, c'est intéressant chez des patientes sur lesquelles on va avoir une recherche spécifique, mais paradoxalement, parfois, l'échographie chez un opérateur entraîné, notamment pour certains prolapsus, des prolapsus rectaux et autres, va nous apporter beaucoup plus d'éléments d'information. Le bilan aérodynamique, il n'emporte que le nom de bilan. Ce n'est pas parce que vous allez envoyer quelqu'un chez le bilan que vous allez avoir toutes les réponses. L'étude aérodynamique, elle est intéressante dans tout ce qui va être prolapsus, incontinence urinaire, principalement par ce qu'on appelle la courbe pression-débit. C'est-à-dire, on va voir le régime des pressions dans la vessie au moment de la miction. Et c'est très intéressant pour nous pour essayer parfois de comprendre pourquoi c'est arrivé, s'il y a un prolapsus, s'il y a un facteur de risque sur les modalités de mictionnel de la patiente et surtout les facteurs de risque de récidive ultérieure pour être sûr que ça n'en revienne pas. Donc, la classification des prolapsus, en fait, on a deux classifications. Là, je vous les ai présentées. La première, c'est ce qu'on appelle la Baden-Walker, qui va se baser sur l'orifice vaginal. Si ça reste très haut, c'est un stade 1. Si ça descend un peu, c'est un stade 2 et ça commence à affleurer. Stade 3, ça affleure bien, ça dépasse. Stade 4, c'est vraiment sorti en permanence. Stade 5, vous avez l'éversion complète du vagin. C'est simple, c'est opérateur dépendant. Ça peut varier en fonction des jours, mais c'est quand même très reproductible et encore très utilisé. On en a une autre qui est le PopQ. Il faut un peu un double décimètre qui est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de valeurs à mesurer. C'est plus une affaire de spécialistes et même les spécialistes ne l'utilisent que dans 40% des cas. Et donc, du coup, on ne peut pas considérer qu'il faut recommander à tout le monde d'utiliser ça. Donc, la première, la Baden-Walker, où on a l'importance du prolapsus, ça reste quand même très, 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 très efficace. C'est un examen qui se fait sous valve, avec une valve de spéculum pour pouvoir refouler la partie antérieure ou postérieure du vagin pour exactement évaluer qu'est-ce qui descend, parce que parfois un gros prolapsus peut masquer un plus petit prolapsus. Les options de traitement non chirurgical, c'est la première des étapes. Comme on va le voir, en fait, la prise en charge de l'incontinence urinaire et du prolapsus en France est encadrée par un arrêté ministériel. Donc, il y a une loi qui encadre ça. Donc, on doit s'obliger à informer les patientes. On doit leur expliquer ce qui leur arrive. On doit leur proposer systématiquement de la kinésithérapie périnéale, même si on nous dit qu'il y a 20 ans, après leur accouchement, elles en avaient fait et que ça n'avait servi à rien. Il faut leur proposer cette solution-là parce qu'elles ont vieilli. Comme je leur dis, tout le monde sait jouer au tennis. Vous prenez une balle, vous prenez une raquette, tout le monde s'est tapé dedans. Mais pour autant, on ne va pas savoir jouer au tennis. Donc, à un moment, et même si vous jouez au tennis depuis 10 ans ou 15 ans, à un moment, il va falloir voir le pro qui va vous montrer comment bien taper dans la balle. Toutes les activités physiques et sportives, et le périnée en fait partie. Il faut passer par l'étape kinésithérapie manuelle, pour remontrer à la patiente comment ça marche, qu'est-ce que je contracte, comment je fais contracter. Je vois beaucoup de patientes qui, soi-disant, ont eu de la kiné parfois simplement en biofeedback et qui ont une inversion de commande. C'est-à-dire, elles contractent les abdos, mais elles ne contractent rien en bas. Donc, finalement, elles ont tendance à majorer les choses. Donc, il faut savoir les motiver. Et puis, le kinésithérapeute, c'est une espèce de coach qui va leur apprendre, leur montrer, leur donner un message et puis leur faire comprendre qu'à 30 ans, 40 ans, ce n'est pas les mêmes femmes qu'à 50, 60 et 70.
De plus en plus, l'utilisation des PCR, donc c'est quelque chose d'un petit peu antique qui date du siècle dernier, qui est l'utilisation donc d'un objet en silicone. Vous avez des dizaines de tailles et de morphotypes de PCR différents. On rêverait de faire un PCR sur mesure, on y travaille. Le problème, c'est que la morphologie vaginale n'est pas si simple à modéliser. On aimerait bien utiliser des imprimantes 3D. J'ai fait travailler des ingénieurs d'une école d'ingénieurs là-dessus. C'est très compliqué. Mais cette solution-là est redevenue directement recommandée par la Haute Autorité de Santé. Il y a une fiche d'information de la HAS sur les PCR. Les PCR, c'est la loi des 3 tiers. Vous allez avoir un tiers des patientes qui vont y adhérer. C'est génial. Elles sont à l'aise avec leur corps. Elles mettent un PCR, elles corrigent le prolapsus. Et elles améliorent leur symptomatologie. Vous allez avoir un tiers, elles vont être contentes d'utiliser ça pendant quelques semaines, mois, parce qu'elles ont une étape familiale, personnelle à franchir. Et puis, vous en avez un tiers qui ne vont pas y adhérer, qui ne veulent pas en entendre parler. Faut quand même de toute façon, l'important de tout ça, c'est leur dire c'est possible, ça existe. Ça ne se résume pas à 1 ou 2 modèles, parce qu'il y a des PCR cubes. Alors, une femme, spontanément, quand vous lui dites de mettre un carré dans un vagin, pas très bien. Donc, il faut leur apprendre et prendre le temps de leur apprendre. Et malheureusement, ça prend du temps. Les PCR, maintenant, sont remboursés par les caisses primaires d'assurance maladie sur prescription médicale, par également aussi arrêté publication JO depuis fin août 2024, avec des remboursements mis en place depuis la fin d'année. La prise en charge globale, c'est ce que je vous ai dit aussi, ça ne se résume pas simplement à je vous opère. Il y a la gestion du poids, la gestion du transit, la constipation. La femme, nos patientes sont des colopathes chroniques qui favorisent leur prolapsus. L'arrêt du tabac si possible, la reprise d'une activité physique et sportive adaptée, la gestion des efforts, l'adaptation du poste du travail. Les caisses primaires d'assurance maladie aussi le prennent en compte, ça, notamment dans les arrêts de travail après prise en charge en fonction des activités physiques des patients dans leur activité du quotidien professionnel. Alors, les chirurgies, c'est un vaste sujet parce que vous dire qu'il n'y a qu'une seule chirurgie, c'est impossible. Ce sont des programmes personnalisés pour les patientes. Je ne peux pas vous annoncer que je vais vous faire 2 diapositives sur les chirurgies, puisque la chirurgie, elle va s'adapter au prolapsus. Si c'est une cystocèle, si c'est une femme jeune, si elle a des antécédents chirurgicaux, si c'est une hystéroptose, ça va pas être la même chose. L'incontinence urinaire, vous avez une place omniprésente des bandelettes encore, parce qu'en toute honnêteté, on n'a pas inventé mieux depuis les 30 dernières années. Les bandelettes sont apparues sur le marché européen et français dans les années 90 pour remplacer des techniques qu'on faisait au siècle avant et qui étaient délétères et compliquées. Et les bandelettes, pour l'instant, sur des suivis sur le long terme, on n'a pas trouvé mieux. En termes d'efficacité, notamment les bandelettes dites TVT, les bandelettes rétropubiennes, parce qu'on peut avoir dans la gamme 50 ans à peu près jusqu'à 90 et plus de % de patients totalement guéris, sèches et contentes, avec des efficacités très longues sur le long terme. Ce qu'on recommande, c'est de ne pas mélanger les genres. Vous avez un prolapsus et des fuites d'urine, on va d'abord définir avec la patiente qu'est-ce qui la dérange le plus. Si c'est le prolapsus, on l'opère de son prolapsus. Dans 30% des cas, les fuites vont persister. On l'opérera dans un deuxième temps de son incontinence urinaire. Mais on essaie de ne pas faire les deux en même temps, parce que si jamais on a à gérer une complication ou un souci, qui est responsable, qui on doit reprendre? Non. Et elles le comprennent très bien à partir du moment où on leur explique ces programmes thérapeutiques. Donc pour la prolapsus, il y a des chirurgies par voie vaginale. Il faut pas, tout ne se résume pas à des chirurgies par voie laparoscopique, robotique. Oui, c'est très bien le robot, c'est très efficace, mais ça ne traite pas tout. Il y a donc des thérapies qui peuvent se faire par voie vaginale encore, et on essaye de militer un maximum pour garder la chirurgie par voie vaginale parce que c'est très utile et ça fonctionne très bien et ça peut être simple et à tout âge. Ce n'est pas une chirurgie que pour la femme âgée grabataire. La chirurgie par voie abdominale, perd de la vitesse. C'est vrai que d'aller ouvrir un abdomen pour faire une cure de prolapsus, ça devient rare. Et l'utilisation de la laparoscopie, la célioscopie, robotique ou non, est omniprésente dans les cures de prolapsus avec l'utilisation de matériel prothétique. On essaye de trouver des alternatives aux prothèses. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé le tissu adapté qui va nous permettre de ne pas utiliser de prothétique. Donc, on essaye vraiment des programmes personnalisés.
Je reviens à l'arrêté ministériel, c'est pareil, hein. On ne peut pas proposer de chirurgie à une patiente si on n'a pas discuté de son dossier dans une réunion de concertation pluridisciplinaire qui doit comprendre nécessairement un urologue et un gynécologue et ou un médecin de médecine physique et de réadaptation. Vous allez me demander bien pourquoi un MPR vient faire là-dedans. Parce que comme il fait de la réadaptation et de la rééducation, les autorités de santé ont cru que c'était des rééducateurs. Donc, kinésithérapie, rééducation, c'est un peu pareil. Donc, le médecin de MPR, heureusement, n'est pas obligatoire, mais il doit être présent. Et bien entendu, d'avoir des correspondants en fonction, si c'est de la douleur, un algologue, si c'est un problème digestif, de rectopexie ou autre, un collègue digestif. Donc, ça donne une certaine unité. Ça oblige malheureusement à des organisations, avec bien entendu des autorités de santé qui ne nous accompagnent pas au niveau financier pour l'organisation de ces RCP, du temps de travail en plus, mais c'est une réalité et la fiche de RCP doit être adressée à la patiente avant sa prise en charge chirurgicale avec un délai de réflexion. De la même façon, si on les opère, on doit les revoir, c'est légal, on doit les revoir à 1 mois et dans l'année qui suit leur prise en charge chirurgicale. Donc, on ne peut pas confier au médecin généraliste la poursuite de la prise en charge et du suivi de la patiente après une chirurgie. Alors, les risques des procédures, c'est compliqué de vous aborder ça. Oui, on va en parler un peu des complications de façon générale. C'est très, effectivement, dépendant des procédures, hein. Les chirurgies par voie vaginale, on ne met pas de prothétique. Maintenant, l'utilisation de prothèses par voie vaginale sont interdites et retirées totalement du marché. Donc, normalement, on a des chirurgies qui doivent être un peu moins source de complications, mais qui peuvent être douloureuses. Il faut en avoir l'expérience, le faire régulièrement et s'adapter aux problèmes de la patiente. Les chirurgies par voie haute, donc par voie cœlioscopique, où on met de la prothèse, ont des hauts taux de réussite. Le problème qu'on a principalement, c'est que personne ne fait de la même façon. Si vous allez à Lille, Paris, Marseille, Toulouse, Strasbourg, les techniques ne sont pas harmonisées. Alors, au niveau international et européen, je ne vous en parle même pas. Et les complications possibles, elles existent, hein, comme dans tout type de chirurgie. Ce n'est pas la prothèse qui est responsable de la complication. C'est tellement plus simple de dire que c'est la faute à la prothèse ou que c'est la faute au laboratoire et autres. Mais ce débat-là, il est clos depuis longtemps puisque les produits se sont réduits comme des pots de chagrin et qu'on a à notre disposition que ceux qui ont prouvé leur utilité, leur efficacité. La complication, elle est plus souvent liée à la technique, à l'indication opératoire et au manque de suivi parfois. Voilà, il faut être honnête dans ce qu'on dit et arrêtons d'attaquer des produits qui sont mis à notre disposition et dont l'implantation est dépendante et la responsabilité est liée au chirurgien et donc à nous de gérer les éventuelles complications. L'incontinence urinaire, donc on en a parlé, hein, sur le traitement non chirurgical de première intention. C'est principalement la kinésithérapie périnéale. Elle en a déjà fait, il faut qu'elle en refasse. Elle ne veut pas le faire. Ça fait partie de la démarche et de la prise en charge thérapeutique. Ok, on pourra aller vers l'intervention, mais quand bien même, il faut essayer d'avoir fait de la kinésithérapie avant toute chirurgie. Je ne veux pas de chirurgie. Vous avez bien raison, madame. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer d'autre? Des alternatives comme l'utilisation de tampons, de PCR intravaginaux. Bon, ça va permettre de soutenir l'urètre et de corriger les fuites. Ce n'est pas toujours une solution pérenne sur le long terme, mais c'est une solution qui peut apporter de l'aide. Si je veux des alternatives aux bandelettes, on en existe plein, hein, qui vont soit s'adapter au dossier de la patiente. Est-ce qu'elle a une insuffisance sphinctérienne associée? Est-ce qu'elle a des comorbidités associées? Et donc, on a tout un panel, hein. Ça ne se résume pas à la mise en place d'une bandelette, l'incontinence urinaire. On peut refaire des chirurgies du siècle dernier, comme le Burch et colposuspension. On peut mettre des agents de comblement, comme le Bulkamid, qui va gonfler l'urètre et lui donner plus de puissance. On peut mettre des ballons ajustables, on peut mettre des sphincters artificiels. On a commencé les implantations de sphincters artificiels électroniques, qui est une invention française, Cocorico, où les patientes, quand elles ont besoin d'uriner, après, elles ont une télécommande dans la main, elles appuient sur la télécommande, ça ouvre le sphincter, ça leur permet d'uriner. Donc, l'incontinence urinaire de la femme, ce n'est pas juste la bandette. Voilà, c'est une vraie prise en charge personnalisée, vaste, et qui va relever d'une discussion pluridisciplinaire. Donc, 2 types de bandelettes, hein, les bandelettes dites par voie rétropubienne, le TVT que vous avez à gauche, historique, efficace, haut taux de réussite, techniquement, potentiellement, le risque de faire une plaie vésicale. Donc,
petite inquiétude de certains implanteurs est création en 2000 de la voie parfois transobturatrice, celle de droite dite TOT, où la bandelette va passer dans les trous obturateurs, principalement faite pour faire moins de plaies ou de risque de plaies dans la vessie, risque gros passage proche de nerfs, de muscles, et risque de douleurs importantes. Et ça va nous permettre d'aborder dans un deuxième temps les complications. Alors, je suis désolé, je suis un peu court en temps pour vous parler de la neuromodulation et des injections de toxines botuliques. Je vous le fais simple, c'est essentiellement la prise en charge de l'hyperactivité vésicale. Donc, je n'ai pas de fuite quand je tousse, hein, j'ai tout le temps envie d'aller faire pipi ou j'ai des fuites spontanées. Et donc, 2 traitements de référence qui, en deuxième ligne, après avoir proposé de la kinésithérapie ou les anticholinergiques en traitement ou les bêta-3 adrénergiques. Donc, le seul qu'on a à notre disposition pour l'instant, c'est le Betmiga, hein, le Mirabegron. Et ben, on peut proposer des thérapies de deuxième ligne. 2 thérapies non concurrentielles, complémentaires, qui sont adaptées. Les injections de toxines botuliques, c'est un paralysant musculaire, c'est très efficace, mais il faut le refaire tous les 6 mois. Il y a un petit risque de rétention aiguë d'urine qui est dose dépendant. Et la neuromodulation des racines sacrées, qui est l'utilisation de l'électricité qu'on peut proposer soit par stimulation du nerf tibial postérieur. Bah oui, le nerf de la cheville a des origines communes et va vers les nerfs de la vessie. Donc, si vous délivrez un courant électrique, bah, vous pouvez calmer une symptomatologie irritative vésicale. Ça marche très bien. C'est probablement plus efficace que les anticholinergiques. C'est très indiqué chez le patient âgé puisque vous avez 0 effets secondaires ou complications avec ce traitement-là. Et si ça ne marche pas, ben on va implanter un pacemaker, donc comme un pacemaker. C'est fait dans les mêmes usines, soit pour le cœur, soit pour la vessie. Le post-opératoire et le suivi, disons-le, il faut continuer à la suivre. Hein. Je l'ai opérée, c'est une bonne chose, mais il faut que je fasse mon maximum pour qu'elle continue à ne pas prendre de poids, à faire attention à elle, à faire attention à son transit, à faire attention à ses activités physiques et professionnelles. Et donc, il y a l'importance du suivi à long terme. Malheureusement, beaucoup de patientes ne bénéficient pas d'une évaluation sur le long terme et il faut voir que, par exemple, les complications, notamment des poses de bandelettes ou d'utilisation de prothétiques, sont tardives. Le plus souvent, c'est à plus de 3 ans. Donc, une patiente qui a été opérée, si 3 ans après, elle vous dit « j'ai mal, j'ai des saignements, des infections », allô, peut-être qu'il faut revoir votre chirurgien parce que c'est pas normal et c'est pas parce que vous avez été bien pendant 2 ans qu'il n'y a pas de souci. Il faut les suivre sur le long terme. Et puis un prolapsus, c'est pas parce qu'il a été opéré une fois qu'il peut pas revenir, parce que les facteurs de risque peuvent persister. Et donc, il faut les rassurer en leur disant d'abord enlever la culpabilité féminine. Hein, c'est pas leur faute, c'est pas parce qu'elles n'ont pas fait ce qu'il fallait. C'est comme toujours. Hein, s'il m'arrive quelque chose, c'est parce que j'ai continué à porter mes enfants, c'est parce que j'ai continué à faire ceci. Non, madame, c'est une évolution naturelle de la vie. Le prolapsus, ça peut revenir plusieurs fois dans la vie. Donc voilà, la statique pelvienne, c'est une globalité. Hein, il y a plein de traitements disponibles et ça ne se résume pas à simplement effectivement des bandelettes. C'était difficile en 30 minutes de tout vous faire. Ça nécessite une évaluation et un diagnostic et surtout, je pense, le grand message, c'est l'importance de la sensibilisation. Posez-leur la question parce que vous avez vu dans 57% des cas, elles n'osent pas en parler. Pour les complications, je vais vous faire quelque chose un peu rapide. L'actualité récente nous frappe. Hein. Pourquoi ? Parce que les complications sont rares, mais quand elles arrivent, elles peuvent être dramatiques et on a eu tendance un peu à les négliger parfois. Ce qui fait que les réseaux sociaux se sont lancés là-dedans. Les patients, très intelligemment pour certaines, se sont mis en groupe, ont discuté, ont organisé une prise en charge. Les autorités de santé ont eu un peu de retard et les sociétés savantes également. Et est arrivé par-dessus des messages marketing mauvais, avec des messages, par exemple, qu'il n'y avait qu'aux États-Unis, dans certaines équipes, qu'on pouvait les prendre en charge. Il ne faut pas oublier que toutes ces chirurgies-là sont principalement européennes, inventées en Europe, et que les plus gros centres d'explantation et de gestion des complications sont européens et français, et que les plus grosses publications internationales dans PubM, et ainsi de suite, ce sont des équipes françaises et européennes et pas du tout des équipes américaines, en tout cas pas cette équipe dont on entend parler avec soi-disant un dieu sauveur sur Terre qui serait le seul à pouvoir prendre en charge toutes les patients de la planète. Il faut vous dire qu'il y a donc une vraie évolution. Au début, tous ces produits, toutes ces bandelettes, elles étaient ce qu'on appelait des classes 2B. Donc en fait, vous pouviez mettre en vente une bandelette sur le marché parce qu'elle ressemblait à celle du voisin. Maintenant, c'est plus du tout le cas, et c'est vraiment plus du tout le cas.
Tous ces produits-là, donc ça, c'est ça, hein, l'actualité récente qui nous rattrape. Tous ces produits-là sont inscrits dans ce qu'on appelle une liste intra-GHS. La liste intra-GHS, donc ce sont tous les dispositifs médicaux à caractère invasif. C'est donc un contrôle renforcé énormément par rapport au marquage CE. Il y a également les normes européennes qui changent avec ce qu'on appelle le MDR, le Medical Device Regulation. Ça va toucher tous les implantables, hein, aussi bien les bandelettes, les prothèses de hanche, les prothèses d'épaule, les pacemakers, les valves cardiaques, avec des niveaux de régulation pour avoir les marquages CE qui sont devenus explosifs, avec des gros montants à investir. Et donc, maintenant, tous les produits de santé de la femme sont inscrits dans cette liste intra-GHS avec énormément de surveillance. Et donc, en fait, les bandelettes sous-urétrales, ce n'est pas pour tout le monde, hein. Je veux dire, il est dans les tuyaux probablement des arrêtés ministériels vont être mis en place pour encadrer les centres implanteurs des matériels prothétiques, hein. Mettre une bandelette, c'est 20 minutes. Mais moi, à titre personnel, c'est minimum 3 consultations avant pour voir, comprendre la patiente, l'examiner, lui faire le bilan aérodynamique, l'opérer, la revoir en post-op et la revoir en post-op. Donc, on est à 5-6 consultations, plus une RCP, ainsi de suite. Donc, c'est pas neutre, ce n'est pas une chirurgie minime, c'est une chirurgie qui peut rendre de grands services, mais qui nécessite vraiment des vraies précautions de prise en charge et de surveillance. Donc, maintenant, on a très, très peu de produits, hein, tout a été réduit, ils sont réévalués tous les 3 ans par les autorités de santé et qui s'intéressent énormément à des données sur le long terme de prise en charge. Donc maintenant, c'est ce que je vous ai dit, il y a des fiches des sociétés savantes, notamment le site d'Urologie Eurofrance, qui informent les patients de tout cela, des complications. Il va probablement, on le demande depuis longtemps et ça devrait arriver à un moment, à avoir une liste de centres de référence pour la gestion des complications, pour que les patientes ne soient plus dans une errance thérapeutique, l'obligation de réunions de concertation pluridisciplinaire et des arrêtés ministériels qui suivent en permanence et qui donc s'adaptent à la volonté des patients, des implanteurs et des sociétés savantes d'encadrer toutes ces chirurgies. Je suis ravi de vous avoir raconté tout ça. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous avez la Haute Autorité de Santé qui vous a fait un gros volume sur la gestion des complications. Mais au demeurant, il faut vous dire quand même que ça reste des chirurgies qui rendent service. Eh bien, écoutez, docteur Adrien Vidard, mille merci pour cette présentation qui est passionnante. Ma perception à titre personnel, c'est effectivement ne pas hésiter à en parler en consultation ou hors consultation, que ce soit sur un cours de tennis ou ailleurs. Interroger ses patients en dédramatisant et en banalisant effectivement ces symptômes pour les déculpabiliser. Oui, absolument, absolument. Il faut que ça fasse partie de l'interrogatoire, je dirais, basique de la femme. Alors, peut-être pas de la femme de 20 ans ou 25 ans, bien que hein, ça arrive, les jeunes sportifs sont très impactés avec 30 à 40% de jeunes sportifs qui ont des fuites d'urine invalidantes. Donc, ça se demande à tout âge. Et puis, à l'examen clinique, la patiente qui a une petite protection dans le slip, qui a quelque chose, qui est gênée sur l'examen, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des petites zones d'alerte et c'est tabou. Le pipi, c'est tabou, hein. J'ai mal à la tête, c'est plus facile à dire que j'ai des fuites. Merci pour votre attention et je reste disponible pour vos questions. J'ai vu qu'il y en avait plein. Est-ce qu'il existe des limites en termes d'âge pour la prise en charge ou est-ce que c'est l'état physique de la patiente qui dicte ces limites? Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite parce qu'en plus, notamment, on va dire chez la patiente âgée, l'incontinence urinaire peut altérer la qualité de vie, la mobilité de la patiente et surtout la nécessité d'avoir des tierces personnes autour pour s'occuper d'elle. Il n'y a rien de pire que l'utilisation des couches en permanence. C'est un coût, c'est pas pris en charge par les caisses primaires, donc c'est un coût sociétal et familial. Et donc, je vais être honnête avec vous, on a déjà opéré une centenaire à Foch. Alors, on va s'adapter, hein, on ne va pas lui mettre un sphincter artificiel, mais on peut très bien faire une injection d'agent de comblement, mettre des ballons, mettre quelque chose. L'idée, c'est quand même d'améliorer la qualité de vie et c'est impressionnant de voir comment moralement certaines patientes, quand elles retrouvent une dignité en étant sèches, vont sincèrement aller beaucoup mieux dans leur vie du quotidien. Donc, à tout âge, à toute pathologie, même avec des troubles, des maladies carcinologiques évoluées et autres, c'est une question de dignité, donc il faut essayer de trouver une solution.
Merci. Est-ce qu'il existe des contre-indications à la toxine botulique? Alors, il y a des contre-indications, oui, qui sont déjà l'infection, les troubles de l'hémostase, puisqu'on va piquer dans la vessie, on va injecter du produit, et l'utilisation des aminosides, et également la fréquence des toxines. C'est-à-dire que quand on a déjà eu une toxine, parce que la toxine, on va tous en avoir, hein, on en met à peu près partout. Et donc, si vous avez une toxine musculaire ou pour des céphalées ou un problème de spasme quelconque, il faut essayer soit, si on fait une injection de toxine, de la refaire tout de suite dans la vessie. Sinon, il faut attendre plusieurs semaines pour ne pas cumuler les doses de toxines. Merci. Est-ce qu'il existe des limites dans les différentes prises en charge? Parce que c'est une question que certaines patientes vont poser rapidement. En termes de coût, c'est-à-dire que est-ce qu'il existe des limites? Quel est le reste à charge, ou est-ce que certaines de ces options peuvent être relativement coûteuses pour les patientes? C'est le principe de l'offre de santé en France. Vous avez la possibilité d'être soigné on va dire, en résumant simplement, en public, en libéral, ou l'alternative, moi où je travaille, en ESPIC, qui sont des établissements privés qui participent au service public. Je n'ai pas de reste à charge avec mes patientes. Les deux solutions sont bonnes. C'est une question vaste, on va dire. La question est plutôt d'aller voir un opérateur entraîné qui va s'adapter à la symptomatologie de la patiente. Donc, on va vite s'en rendre compte dans la discussion. Il y aura de toute manière plusieurs consultations avant donc possibilité. Voilà, de toute façon, ça par contre, c'est légal par l'arrêté ministériel. Ce n'est plus possible d'aller voir un chirurgien qui vous opère le lendemain. Voilà. Ça c'est clair, pour simplement avoir une information claire, loyale, des alternatives qui sont proposées, et une évaluation spécialisée et une validation de l'indication, principalement pour les bandelettes et puis les prolapsus compliqués, en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, il est clair que tout cela peut avoir un coût en libéral par l'organisation que ça entraîne vis-à-vis des collègues, et un coût, on va dire, plutôt en temps, en délai, quand on est dans des prises en charge publiques. Merci pour cette réponse. Il me reste à vous remercier. Vous exercez donc à l'hôpital Foch. Possible pour les collègues qui vous ont écouté de vous adresser des patientes directement avec un courrier? Oui, alors déjà, il y a plein de solutions. Alors, les patientes peuvent prendre rendez-vous via Doctolib. Ça peut donner des délais un peu plus longs. On a des secrétariats aussi, il ne faut pas hésiter à appeler, à poser la question, et on trouvera toujours une solution pour voir les patientes. Les collègues également peuvent m'envoyer des mails quand ils ont besoin. Et puis surtout, dire aux patientes qu'il existe la plateforme Deuxième Avis, qui est essentielle, qui nous permet, alors pas de donner un premier avis de prise en charge, hein. L'objectif, c'est quand même de donner un deuxième avis. Mais si elles ont déjà un doute ou quelque chose, les motiver à se connecter sur Deuxième Avis, et on leur répond en moins de 7 jours normalement. C'est le contrat, et on est largement stimulé par Deuxième Avis par le faire. Mais l'intérêt, c'est qu'elles ont du coup des praticiens indépendants et qui vont parfois donner un regard neuf, hein, parce que moi, il m'arrive de recevoir des deuxièmes avis de collègues de mes patientes. Une aide à la décision. Voilà, une aide à la décision, effectivement, oui, se pose des questions. Et pas que de la patiente, hein, une aide à la décision aussi du praticien. Il ne faut pas le voir comme une concurrence, mais au contraire, parfois, comme une ouverture d'esprit. C'est une solution très intéressante, enfin, moi, qui complète mon exercice au quotidien. Écoutez, encore merci, Dr Vidard, pour ce webinaire qui était extrêmement intéressant. Merci à vous toutes et à tous pour votre participation. Merci à toute l'équipe de deuxièmeavis.fr qui a organisé ce webinaire. Le replay sera disponible comme d'habitude à la fin de cet événement. N'hésitez pas à le partager et surtout donnez-nous votre feedback pour nous aider à nous améliorer. Bonne soirée à tous. Merci pour votre attention et à bientôt.